Vidéo. J'ai trop hâte de vous revoir, le message de Céline Dion qui annonce sur France 2 son retour sur scène à Paris, France Info. Publié le 30-03-2026 21h19 mis à jour le 31-03-2026 minuit 25 temps de lecture, 2 minutes, vidéo, 4 minutes dans une vidéo de près de 4 minutes diffusée lundi soir, la star québécoise donne rendez-vous à ses fans pour des concerts du 12 septembre au 14 octobre. Céline Dion fait un beau cadeau à ses fans à l'occasion de son anniversaire. Dans un message diffusé sur France 2 et sur ses réseaux sociaux, lundi 30 mars, la chanteuse a annoncé son grand retour sur scène, à Paris, pour une série de 10 concerts, qui auront lieu tous les mercredis et samedis, du 12 septembre au 14 octobre. Des billets en prévente seront disponibles à partir du 7 avril pour les fans ayant réussi à s'inscrire sur son site internet avant le 2 avril. La star québécoise n'est plus remontée sur scène depuis 2020 et ne s'est plus produite en France depuis 2016. Sa dernière tournée, Courage World Tour, avait été annulée à cause de la pandémie de Covid-19, puis en raison des symptômes provoqués par le syndrome de la personne raide, une maladie neurologique incurable dont elle est atteinte. France Info reproduit le contenu du message de Céline Dion. Céline Dion, bonjour à vous tous. Vous savez, dans ma carrière, j'ai enregistré beaucoup de souhaits d'anniversaire. Mais pour la première fois, je vais en enregistrer un pour mon propre anniversaire. J'avoue que ce n'est vraiment pas facile de me cacher de mon propre anniversaire. Mais je voulais vous dire que je vais vraiment bien. Ma santé, je me sens bien, je me sens forte, je chante beaucoup, je fais même un peu de danse, bien sûr. Mais j'ai quelque chose de très important à vous dire. Ces dernières années, il n'y a pas eu une journée où je n'ai pas senti vos prières, votre support et bien sûr votre amour. Même dans les moments les plus difficiles, vous étiez là. Vous m'avez aidé d'une façon inexplicable et je me sens vraiment chanceuse de pouvoir compter sur votre support. Vous me manquez beaucoup. Eh bien, tout cela me ramène à mon anniversaire. Alors, cette année, je vais recevoir le meilleur cadeau de toute ma vie. Je vais avoir la chance d'aller vous voir et de pouvoir encore chanter pour vous à Paris, à partir de cet automne, au mois de septembre. Je suis tellement contente. Je me sens bien, forte, super excitée évidemment aussi, un peu nerveuse bien sûr. Mais surtout, je suis tellement reconnaissante envers vous tous. J'ai vraiment trop hâte de vous revoir. Eh bien, bon anniversaire à moi-même. Et puis je vous aime et j'espère à bientôt. Gros bisous. Bye bye, à bientôt. Sujet suivant. Israël adopte une loi décriée instaurant la peine de mort pour les actes terroristes, taillée pour s'appliquer aux Palestiniens, France Info. Israël adopte une loi décriée instaurant la peine de mort pour les actes terroristes, taillée pour s'appliquer aux Palestiniens. Cette proposition de loi introduite par l'extrême droite israélienne a été adoptée en troisième lecture par 62 voix contre 48. Elle ne devrait s'appliquer qu'à des Palestiniens reconnus coupables d'attaques ou d'attentats anti-israéliens. Publié le 30-03-2026 20h21 mis à jour le 30-03-2026 20h33 temps de lecture, 2 minutes. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, à la Knesset, le 2 février 2026. Abir Sultan et pas le Parlement israélien a adopté lundi 30 mars une loi décriée instaurant la peine de mort pour les terroristes, un texte qui ne devrait dans les faits s'appliquer qu'à des Palestiniens reconnus coupables d'attaques ou d'attentats anti-israéliens. Cette proposition de loi introduite par l'extrême droite a été adoptée en troisième lecture par 62 voix contre 48. Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a voté en faveur du texte. Une ONG de défense des droits humains israélienne a annoncé lundi soir avoir déposé un recours devant la Cour suprême d'Israël pour contester l'adoption de ce texte. Cette loi est inconstitutionnelle, discriminatoire par nature, pour les Palestiniens de Cisjordanie, adoptée sans base juridique, écrit l'Association pour les droits civils en Israël ACRI dans un communiqué détaillant les motifs de sa saisine. Le texte, introduit par l'extrême droite, avait été adopté en première lecture en novembre et a été dénoncé dimanche par le Conseil de l'Europe ainsi que Berlin, Londres, Paris et Rome, qui ont appelé les députés à renoncer à un projet susceptible de remettre en cause les engagements d'Israël en matière de principes démocratiques. Le cadre général de la proposition prévoit que toute personne qui cause intentionnellement la mort d'une autre dans le but de porter atteinte à un citoyen ou résident israélien, avec l'intention de mettre fin à l'existence de l'État d'Israël, sera condamnée à mort ou à la prison à perpétuité, précise le texte. Mais,
Pour les Palestiniens de Cisjordanie occupée, le texte prévoit que la peine de mort soit la sanction par défaut si l'homicide est qualifié d'acte de terrorisme par la justice militaire israélienne. Israël occupe la Cisjordanie depuis 1967. Dans ce territoire, les Palestiniens qui commettent des infractions relèvent de tribunaux militaires israéliens, quand les colons israéliens sont jugés par le système judiciaire civil. Dans tous les cas, la peine de mort serait applicable dans un délai de 90 jours après la condamnation définitive, avec un possible report allant jusqu'à 180 jours. La peine de mort existait déjà en Israël, mais n'a été appliquée qu'à 2 reprises, en 1948, peu après la création de l'État, contre un capitaine de l'armée accusé de haute trahison et en 1962, lorsque le criminel de guerre nazi Adolf Eichmann a été pendu. Sujet suivant. Guerre au Moyen-Orient, des casques bleus tués, Madrid ferme son espace aérien aux avions américains, Trump menace l'île de Kharg. Ce qu'il faut retenir de la journée du 30 mars, France Info. Guerre au Moyen-Orient, des casques bleus tués, Madrid ferme son espace aérien aux avions américains, Trump menace l'île de Kharg. Ce qu'il faut retenir de la journée du 30 mars, 2 soldats de l'ONU sont morts au 31e jour de guerre dans une explosion d'origine inconnue dans une localité du sud du Liban, proche de la frontière avec Israël, a annoncé la force intérimaire des Nations Unies au Liban FINUL. Publié le 31-03-2026 minuit 18, mis à jour le 31-03-2026 minuit 41. Temps de lecture, 5 minutes. Des casques bleus de l'ONU au sud du Liban, le 23 février 2026. Sylvia Casadei Middle East Image AFP. 2 nouveaux soldats de l'ONU tués au Liban, de nouvelles menaces de Donald Trump sur l'île iranienne de Kharg, un 4e missile iranien intercepté par la Turquie, l'espace aérien espagnol fermé aux avions américains au 31e jour de conflit au Moyen-Orient, lundi 30 mars, les relations continuent de se tendre entre l'Iran, Israël, les États-Unis et leurs alliés. Voici ce qu'il faut retenir de cette nouvelle journée de guerre. 2 casques bleus de l'ONU tués au sud du Liban. 2 casques bleus de l'ONU sont morts dans une explosion d'origine inconnue dans une localité du sud du Liban, proche de la frontière avec Israël, a annoncé la force intérimaire des Nations Unies au Liban FINUL. Des affrontements opposent le Hezbollah à l'armée israélienne dans cette région. Ces 2 morts interviennent au lendemain de celle d'un autre casque bleu, indonésien, dans une autre localité du sud du Liban, tué par l'explosion d'un projectile d'origine inconnue. 2 soldats de la FINUL ont été tragiquement tués dans le sud du Liban, par une explosion d'origine inconnue ayant détruit leur véhicule près de Bani Hayan. Un 3e a été grièvement blessé, et un 4e a été atteint, détaille un communiqué de la FINUL, qui a dit mener une enquête sur l'incident, et n'en attribue pas la responsabilité. La Turquie annonce l'interception d'un missile iranien. La Turquie a annoncé l'interception d'un 4e missile dirigé contre son territoire, attribué à l'Iran selon le ministère de la Défense. Une munition balistique, dont il a été établi qu'elle avait été tirée depuis l'Iran et qu'elle avait pénétré dans l'espace aérien turc, a été neutralisée par les moyens de défense aérienne et antimissiles de l'OTAN déployés en Méditerranée orientale, a détaillé le ministère dans un communiqué. L'OTAN a confirmé, soulignant qu'elle ferait toujours le nécessaire pour défendre tous les alliés. Madrid ferme son espace aérien aux avions américains. L'Espagne, dont le gouvernement de gauche est totalement opposé aux attaques américano-israéliennes contre l'Iran, a fermé son espace aérien aux avions américains impliqués dans cette guerre, a annoncé la ministre espagnole de la Défense. L'utilisation des bases américaines en Espagne n'est pas autorisée, et bien entendu l'utilisation de l'espace aérien espagnol pour des actions en lien avec la guerre en Iran ne l'est pas non plus, a indiqué Margarita Robles dans des déclarations transmises à l'AFP, confirmant une information du quotidien El País. Dans les faits, le refus de coopération de l'Espagne a compliqué l'opération américaine au Moyen-Orient, affirme El País, car certains bombardiers de Washington ont dû contourner la péninsule ibérique pour entrer par le détroit de Gibraltar, les obligeant à modifier leurs itinéraires et la logistique. L'Iran appelle l'Arabie saoudite à expulser les forces américaines. Le chef de la diplomatie iranienne a exhorté l'Arabie saoudite à expulser les forces américaines de son territoire, réaffirmant que ces attaques dans la région ne visaient que ses ennemis. L'Iran respecte le royaume d'Arabie saoudite et le considère comme un pays frère, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi sur X. Nos opérations visent les agresseurs ennemis qui n'ont aucun respect pour les Arabes ou les Iraniens, et qui ne peuvent assurer aucune sécurité. Il est grand temps d'expulser les forces américaines, a-t-il ajouté. Donald Trump menace une nouvelle fois l'île de Kharg. Le président américain a promis dans une publication sur son réseau social, Truth Social, d'anéantir ce site pétrolier essentiel pour Téhéran si le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert et si les discussions avec les Iraniens, qu'il qualifie de sérieuses, n'aboutissent pas rapidement. La publication du chef d'État, avant l'ouverture des marchés américains, intervient alors que le prix du pétrole continue de monter,
résultat du blocage du détroit d'Ormuz. Ce point stratégique pour l'approvisionnement mondial de l'or noir est quasi bloqué par Téhéran depuis le début de la guerre, déclenchée par une attaque d'Israël et des États-Unis. Sujet suivant. Amandine, abondance, abeilles. Un village alsacien va inscrire symboliquement 5 vaches dans son école pour dénoncer une probable fermeture de classe, France Info. Amandine, abondance, abeilles. Un village alsacien va inscrire symboliquement 5 vaches dans son école pour dénoncer une probable fermeture de classe. Il manque 4 élèves dans l'école de la commune pour atteindre 100 élèves et conserver toutes les classes de l'établissement. Les vaches vont donc être inscrites symboliquement pour atteindre le quota. Publié le 30-03-2026, 22h42. Temps de lecture, 2 minutes. Abondance, Amandine, Abeille, Arlette et Ansel vont être inscrites à l'école pour alerter sur la fermeture d'une classe. Bastien Gulli, Radio France. Une petite commune d'Alsace, le village de Mochaurin, va inscrire symboliquement 5 vaches dans son école pour alerter sur une probable fermeture de classe, a appris lundi 30 mars ici Alsace auprès du maire de la commune, José Schruffneger, alors qu'un mouvement de grève des enseignants sur ce sujet a lieu dans toute la France mardi. Abondance, Amandine, Abeille, Arlette et Ansel, 5 génisses, vont être inscrites mardi à l'école de Moche, une commune de 1621 habitants dans le Haut-Rhin. L'établissement compte actuellement 66 élèves en élémentaire et 30 élèves en maternelle. Il lui manque donc 4 enfants pour atteindre 100 élèves et conserver toutes les classes de l'école. Les vaches vont donc être inscrites symboliquement pour atteindre le quota. On va remplir un dossier d'inscription pour Abondance, Amandine, Abeille, Arlette et Ansel. Généralement, les génisses préfèrent les pâturages aux salles de classe, donc on demandera aux institutrices de faire classe dehors. Il paraît que c'est très tendance en ce moment, déclare avec humour auprès d'ici Alsace le maire de la commune José Schruffneger. On rigole, mais en fait, on est très fâché, poursuit-il. On a de grands énarques et des gens qui ont fait beaucoup d'études, et c'est très bien comme ça, ajoute le maire. Mais ils n'ont jamais mis les pieds dans un village. Un village vit autour de son école. Les seuls endroits où les adultes se rencontrent régulièrement, c'est devant l'école. C'est essentiel une école dans un village, se désole le maire. Jusqu'à 30 des enseignants du premier degré du public pourraient être en grève mardi pour protester contre les suppressions de postes et les fermetures de classes et exiger une revalorisation des salaires, a indiqué lundi le SNUIP-FSU. Sujet suivant. Ce que l'on sait du vol de 3 tableaux de Renoir, Cézanne et Matisse dans un musée en Italie, France Info. Ce que l'on sait du vol de 3 tableaux de Renoir, Cézanne et Matisse dans un musée en Italie. Un commando masqué a dérobé en pleine nuit 3 chefs-d'œuvre dans la villa musée de la Fondation Magnani Rocca, près de Parme. L'opération Éclair, menée en quelques minutes, a déclenché une vaste enquête des carabiniers spécialisés dans le trafic d'art. Publié le 30-03-2026, 18h30. Temps de lecture, 3 minutes. La Fondation Magnani Rocca, à Mamiano di Traversetolo près de la ville de Parme, en Italie, le 16 octobre 2009. Procip Robert Harding. Héritage AFP. Des œuvres estimées à plusieurs millions d'euros ont disparu. 3 tableaux d'Auguste Renoir, Paul Cézanne et Henri Matisse ont été dérobés fin mars dans un musée situé près de Parme, dans le nord de l'Italie, ont déclaré dimanche 29 mars le musée et les carabiniers, les gendarmes italiens. Dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 mars, 4 individus masqués se sont introduits dans la villa de la Fondation Magnani Rocca, à Mamiano di Traversetolo, dans la campagne de la plaine du Pô. L'information, confirmée par un porte-parole des carabiniers à l'AFP, avait d'abord été révélée par la RAI, la télévision publique italienne. Voici ce que l'on sait de ce vol qui fait écho au cambriolage du Louvre, en octobre dernier. Le vol a duré moins de 3 minutes, tout s'est joué très vite. Les voleurs ont agi en moins de 3 minutes, sans improviser, de façon structurée et organisée, a détaillé la Fondation Magnani Rocca à la chaîne italienne Sky TG24. Après avoir forcé la porte principale, les cambrioleurs ont dérobé 3 œuvres avant de s'enfuir à travers le parc du musée, d'après les carabiniers. Les tableaux étaient regroupés dans une même salle thématique consacrée à l'art français, située à l'étage de la Fondation, selon le quotidien italien Gazzetta di Parma. Le commando, composé de 4 personnes, a réussi à s'emparer de 3 tableaux, mais n'a pas pu aller au bout du vol, grâce à l'activation des systèmes de surveillance et à l'intervention extrêmement rapide de la sécurité et des carabiniers, précise encore le musée. Cela laisse supposer que d'autres œuvres étaient aussi visées. Une enquête menée par une unité spécialisée, les 4 voleurs sont toujours en fuite. Selon la chaîne Sky TG24,
La Fondation s'est pour l'instant limitée à un bref communiqué en raison des exigences impératives des enquêteurs. Une enquête a été ouverte par les forces de l'ordre italiennes et notamment confiée à une unité spécialisée dans la lutte contre le trafic d'œuvres d'art, selon la Gazzetta di Parma. Elle exploite notamment des images de vidéosurveillance du musée ainsi que d'habitations et commerces voisins, a rapporté le porte-parole des Carabiniers. Des œuvres d'une valeur artistique inestimable selon la presse italienne, les voleurs ont emporté 3 toiles majeures, Les Poissons 1917 d'Auguste Renoir, œuvre tardive du maître impressionniste, qui vaut à elle seule 9 millions d'euros, selon le quotidien La Stampa, Nature morte aux cerises 1885 à 1887 de Paul Cézanne, figure clé du post-impressionnisme et précurseur du cubisme, Odalisque sur la terrasse 1922 d'Henri Matisse, emblématique du fauvisme. L'ensemble est estimé à 11 millions d'euros, d'après La Stampa. À une vingtaine de kilomètres de Parme, la Fondation Magnani Rocca, créée en 1977, abrite dans sa villa des chefs-d'œuvre l'importante collection réunie par l'historien de l'art Luigi Magnani 1906 à 1984. On y découvre notamment des œuvres d'Albrecht Dürer, Peter Paul Rubens, Antoine van Dyck, Francisco de Goya, Claude Monet, ainsi que des artistes italiens tels que Giorgio de Chirico, Giorgio Morandi et Tiziano Vecellio, dit Titien.